ça ne peut pas exploser au sens où, a priori, on va avoir une bombe nucléaire qui explose comme quand elle est optimisée pour exploser. Disons qu'il peut y avoir des... Alors, les expériences, comme j'ai dit, c'est des explosions. Hein, des explosions de la partie non nucléaire pour conditionner la masse fissile d'uranium ou de plutonium. Donc ça, c'est une vraie explosion. Donc, ça explose. Mais c'est confiné. En principe, ça n'explose pas dehors. Autrefois, on faisait des explosions dehors. Mais maintenant c'est confiné, comme on dit. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir le deuxième étage qui s'allume? Ça, c'est sûr que c'est non. Parce que non, on ne met pas du plutonium 239 ou du uranium 235. Donc ça, c'est sûr que l'explosion du premier étage ne va pas allumer un deuxième étage. Donc, d'une certaine façon, quand les gens de Val-d'Uc disent ça ne peut pas exploser, ils répondent à cette question-là, c'est oui, ça ne peut pas exploser. Maintenant, il y a des bombes nucléaires qui sont en attente de réparation. Donc, une bombe nucléaire en attente de réparation, eh bien, c'est une bombe qui est prête à exploser. Encore une fois, il y a eu des fois des accidents qui, au niveau planétaire, bon, j'en ai raconté deux qui ont failli dégénérer en conflit mondial. Il y a un autre accident qui a failli coûter la vie à New York, où c'est un bombardier qui avait des bombes nucléaires, dont une de 10 mégatonnes, c'est quelque chose de sérieux, et le bombardier est tombé à proximité de New York, avec la bombe de 10 mégatonnes. Dans la bombe de 10 mégatonnes, il y avait 12 niveaux de sécurité, pour empêcher que la bombe n'explose en cas d'ennui. Il y a 11 niveaux qui ont cédé, et le dernier n'a pas cédé. Bon ben voilà, je veux dire, il peut y avoir des coups de malchance. Donc, si vous voulez, quand on dit ça ne peut pas exploser, c'est sûr que les essais qu'on fait ne peuvent pas conduire à une explosion nucléaire, mais toutes les bombes nucléaires qu'on a sont des bombes qui potentiellement sont faites pour exploser, donc il ne faut pas qu'il y ait de fausse manœuvre. Voilà. Sur les appareils pour mesurer la radioactivité, il existe ce qu'on appelle des compteurs Geiger qui, eux, mesurent la radioactivité gamma, mais donc pas le tritium, parce que le tritium est un émetteur bêta. Les bêtas, c'est des électrons, en fait, et les électrons sont arrêtés par très peu de matière. Un électron ne traverse pas plus qu'une feuille de papier à cigarette. Et donc, si vous voulez, si vous avez un émetteur bêta sur la table, je peux rester à côté de la table. Par contre, si c'est un émetteur gamma, les gamma, ils font des mètres et des mètres. Donc, avec un compteur Geiger, vous mesurez facilement la radioactivité gamma, mais pas la radioactivité bêta. Pour mesurer la radioactivité bêta comme le tritium, c'est difficile. Il faut des appareils qui sont tout à fait différents et qui ne sont pas vendus dans le commerce. Vous pouvez acheter facilement un compteur Geiger, vous ne pouvez pas acheter facilement un compteur pour mesurer du bêta, et a fortiori de l'alpha, qui est par exemple ce que émet le plutonium ou l'uranium. Donc si vous voulez, c'est pas simple de mesurer certaines radioactivités, mais pour répondre à votre question, oui, un compteur Geiger déjà peut permettre... S'il y a un accident comme Fukushima, là avec un compteur Geiger, vous pouvez tout de suite savoir si la salade est mauvaise ou pas. Par contre, pour le tritium, vous ne pouvez pas savoir, vous, facilement. Julien Gonzalez, je suis directeur de publication d'un journal alternatif qui s'appelle La Mer en Gueule, et je voulais intervenir parce que vous n'avez pas beaucoup évoqué l'aspect environnemental et sanitaire de Val-d'Uc, justement. Il aurait été quand même utile de rappeler qu'il y a eu une étude de la CRIRAD qui a été faite dans les années 90, qui a été commandée par le Conseil général de la Côte d'Or, que ces résultats n'ont pas d'abord été publiés. Le président du Conseil général a même été jusqu'à nier l'existence de cette étude qui a été faite par la CRIRAD, laboratoire indépendant qui a été créé à la suite de Tchernobyl. Ensuite, le Conseil général a d'ailleurs fait pression sur la CRIRAD pour nier l'existence de l'étude, allant jusqu'à leur dire que si ils affirmaient que cette étude existait, ils seraient susceptibles d'être poursuivis, pression auquel la CRIRAD n'a pas cédé, puisqu'elle a donné le bon de commande aux médias, et sous la pression, donc, M. Ludo Brassia a accepté de rendre publique cette étude en disant que s'il ne l'avait pas publiée alors qu'il l'avait depuis 6 mois, c'est parce qu'il n'y avait aucun impact sur l'environnement. Il avait même utilisé une expression, je devrais la retrouver parce qu'elle mérite le coup. Répondu très exactement que ce n'était pas la peine de la publier parce qu'il ne fallait pas susciter une panique dans la population vu que les résultats étaient négligeables. Alors sur ce, la CRIRAD, sur ses fonds personnels, a réalisé d'autres prélèvements qui ont permis d'avoir une meilleure analyse, parce que l'étude d'original, c'était l'ensemble du département de la Côte d'Or, c'était pas Val-d'Uc.
Et donc, pour affiner les résultats de son étude, la CRIRAD a fait des prélèvements dans les villages environnant Valduc qui montrent bien qu'il y a une concentration en tritium radioactif dans l'eau potable qui est beaucoup plus importante que dans le reste de la Côte d'Or. Alors sur Dijon même, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire qu'il y ait de pollution puisque les résultats sont inférieurs à 4 becquerels par litre. Mais par contre, autour, dans les villages environnant Valduc, ça varie entre 70 et 630 becquerels. Les résultats à l'époque, c'était en 1996. Voilà. Et puis, à cela, il faudrait aussi rajouter qu'il y a une autre étude qui a été faite et qui, elle, n'a pas du tout été publiée localement, uniquement dans un journal national qui s'appelle Libération, en 2004. Donc, c'était la CEBA qui avait chargé une association qui s'appelle l'Observatoire mycologique d'effectuer une étude sur les lichens autour du centre atomique de Valduc. Et cette étude montrait que les lichens qui étaient prélevés à 1 km du centre de Valduc contenaient 1000 fois plus de tritium que la normale. À 4 km sous les vents dominants, ils en contenaient 100 fois plus que la normale. Et à 40 km, 10 fois plus. Alors, suite à la publication de cette étude, la CEBA a balayé l'affaire en affirmant qu'il faudrait manger 10 tonnes de lichen par an pour atteindre la dose toxique. Ce qui a indigné l'Observatoire mycologique, qui a rompu avec la CEBA, qui a poursuivi ses recherches sur ses propres fonds. Et les résultats sont accablants pour le centre de Valduc. Les mycologues constatent qu'à l'usine de la Hague, où là il y a aussi beaucoup de rejets radioactifs, les concentrations en tritium radioactif des lichens sont légèrement au-dessus de la normale, mais plusieurs centaines de fois inférieures à ce que l'on observe à Valduc. En outre, en transplantant des lichens de Valduc vers une zone éloignée de toute contamination, les mycologues constatent que la moitié du tritium fixé disparaît en un peu plus d'1 an. Alors donc, pour le président de l'Observatoire mycologique, Olivier Dayan, il n'y a aucun doute. Soit les chiffres d'émissions en tritium publiés depuis 1986 par le CEA sont faux, soit il s'est produit auparavant des émissions absolument énormes et tenues secrètes. Voilà. Ce qui est l'aspect environnemental. Je précise aussi qu'il y a toujours des analyses qui sont effectuées autour de Valduc, commandées par la CEBA, mais qu'elles sont effectuées, d'après ce que m'a dit Alain Cagnol, par un laboratoire de l'Université de Besançon, qui est une unité mixte de recherche CNRS-CEA. Donc on peut se poser des questions sur la validité des résultats de ces analyses. Et à tout cela, il faudrait aussi rajouter qu'il y a eu un rapport du Haut Commissariat à l'énergie atomique, dans lequel Valduc avoue des pollutions qui ont été faites à une époque ancienne, en particulier dans les années 60-70. Il y a notamment question de brûlage à l'air libre, fait sous la direction du SCPRI, qui est le service qui était chargé à l'époque de la protection contre les rayonnements ionisants, et qui autorisait de brûler des déchets triciers à l'air libre sur une ancienne ferme située à l'intérieur de l'enceinte du centre de Valduc, à 3 km sous les vents dominants du village de Léry. Voilà. Et donc on a balancé entre 1968 et 1975 très exactement 7 millions de milliards de becquerels de tritium à l'air libre. Oui, je voulais répondre quand même parce que bon, du tac au tac, hein, notre étude sur les lichens, elle n'est pas du tout tenue secrète, elle est en ligne sur notre site internet. Vous trouverez aussi toutes les analyses qui ont été faites par la CIA. Alors après, nous on fait des analyses qui sont plus faites avec Besançon, on en faisait avec Besançon à une époque, parce qu'on avait développé avec eux un système quasiment gratuit pour pouvoir analyser le tritium dans l'air, et on le posait où on voulait. Donc c'était vraiment très intéressant pour nous, parce que c'était des données que personne ne pouvait avoir, y compris Valduc. Donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Maintenant on fait ça avec un laboratoire privé qui n'a aucun rapport ni avec le CEA, ni avec l'IRSN, enfin tous les acteurs du nucléaire classique, on va dire, conventionnel. Et effectivement, par souci d'indépendance, parce que bon, ça peut poser problème, sachant que toutes nos analyses, on les fait en doublon avec Valduc, c'est historique, et qu'on trouve à peu près toujours la même chose. C'est vrai qu'après, quelque part, c'est nous qui validons, quand nous, on trouve la même chose qu'eux, leurs mesures, si vous voulez, deviennent crédibles. Je ne sais pas si vous voyez le... On peut les faire avec la CRIRAD. Ah oui, on peut le faire avec mais la CRIRAD, si vous voulez, le problème de la CRIRAD, c'est qu'ils n'acceptent pas d'être... Nous, on n'a pas beaucoup d'argent, et... Bon, enfin, vous connaissez... Allez voir notre budget, voilà, comme ça vous verrez. Et en fait, ça coûte assez cher, les analyses de radioactivité. Donc, nous,
nous, on fait des analyses, mais on en fait 10 par an, quoi. Et ça n'intéresse pas la CRIRAD, parce que ce qu'ils voudraient, ce qu'on pourrait leur confier, c'est des choses de plus grande envergure, hein, parce que c'est plus intéressant que d'utiliser uniquement leur laboratoire. Alors en ce moment, mais là on travaille avec l'ACRO, c'est l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, le pendant de la CRIRAD, on va dire à peu près. Et on leur a fait faire, parce qu'on trouve que ça ne suffit pas de faire nos petites analyses avec un peu de radin, quoi, c'est vrai. Donc, j'ai ma collègue à côté qui rigole. Et donc on va essayer de faire un tableau de bord de suivi de l'environnement pour pouvoir arriver à quelque chose de réaliste. Donc ça va nous être présenté bientôt. L'ACRO va nous donner toute une série de choses qui leur paraissent les plus pertinentes. Et après, on va aller chercher des sous pour pouvoir le faire. Parce que en fait, c'est des choses que nous, on veut faire comment dire, de manière régulière, c'est pas ponctuel. Hein. Parce qu'il faut qu'à la fin, il faut qu'on puisse avoir, c'est vrai que Valduc nous dit toujours il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Eux, ils font des estimations du danger surestimées, on va dire. C'est-à-dire, ils disent bon, nous on rejette ça, alors on va dire qu'on rejette le double, par exemple, et on va vous faire un calcul, et on reste toujours à 1/1000 de la dose que vous avez de manière naturelle. Le potassium 40, etc. Enfin, Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est arriver à la dose exacte. Pas toujours dans les approximations à 1/1000, oui, on est à ceci, on est à cela. Avoir une vraie dose, parce que les habitants, ils sont en demande, c'est vrai, de savoir exactement ce qu'ils reçoivent sur eux, ce qu'ils mangent. Bon, c'est principalement du tritium, hein, donc c'est quelque chose qui est connu comme étant un des moins dangereux. C'est vrai, c'est pas le plutonium, enfin, quand on ingère du tritium, c'est pas pareil. Mais il y en a quand même, voilà, c'est quand même vraiment pollué autour de Valduc. Donc, et il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Il y a des habitants qui ne mangent pas leurs légumes, qui boivent pas l'eau, qui achètent de l'eau en bouteille. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'être fait, même si on n'y trouve rien après. CEIVA qui effectivement a très peu de moyens. Donc quand on voit qu'on est sur des investissements qui se chiffrent en millions, voire milliards d'euros, savoir que les travaux qui ont lieu à Valduc actuellement en termes de laboratoire, ça coûte plus cher que les coûts du tram à Dijon. Imaginez un petit peu en proportion. Alors ça peut faire ricaner certains à la salle, mais c'est le cas. Donc on est bien sur une installation qui a des travaux que personne dans la salle ici ne peut imaginer l'ampleur. Vous avez montré quelques photos et c'est très bien, mais je crois que c'est vraiment la toute petite tête d'épingle de ce qu'il y a à Valduc. À Valduc, si vous allez sur les sites internet, donc les sites dits officiels, mais je crois que votre exposé était très intéressant quand on voit les monstruosités qu'il y a dans les phrases. Imaginons les monstruosités qu'on peut avoir sur les sites officiels. On n'est pas loin de 16 000 fûts ou caisses de déchets accumulés. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais quand vous prenez les quantités, vous arrivez à 16 000. Alors, il sera très intéressant que dans une prochaine soirée, parce que celle-ci n'est que la première, il est important de communiquer sur ce qui se passe aux portes de Dijon, puisque la communication n'est pas faite en toute transparence. Il existe bien une CLI, 2 comités d'information et les CEIVA. Et on est sur un degré, malgré tout, d'information très faible. Et à chaque fois, on nous rétorque que les éléments manquent et qu'on n'a pas les moyens. C'est tout simplement parce qu'on ne veut pas se donner les moyens. Ce soir, on s'est donné les moyens. Les Amis de la Terre Côte d'Or, avec Quetigny Environnement, avec la mairie qui a bien voulu prêter la salle à Quetigny Environnement, ça ne coûte rien. Et vous êtes presque 200, d'après la comptabilisation. Donc, nous faisons la démonstration en tant que citoyens que nous pouvons informer les personnes et que ça ne coûte pas forcément très cher. Et ce n'est pas sur des sites internet plus que vitrifiés pour maîtriser l'information. Moi, je pense que la CEIVA a plusieurs collèges. Vous avez un collège d'élus avec 3 ou 4 conseillers généraux, 2 sénateurs, 5 maires. Vous avez un collège de scientifiques, c'est à savoir tous les laboratoires de sciences de Dijon, de l'université. Vous avez un collège associatif, où vous retrouvez notamment des membres politiques. Vous avez donc un ensemble de personnes qui sont responsables devant les citoyens du manque d'informations. Et là, je crois qu'il est très important, et d'ailleurs il serait bien que la CEIVA vous mettiez à jour votre site, parce que tous les membres de la composition de la CEIVA, il y a des gens qui n'y sont plus,
Il y a des gens qui ont changé, et quand on va sur votre site internet, ça n'a pas été mis à jour depuis 2012. Donc ça doit traduire le manque de moyens que vous avez. Mais ça n'est pas que vous. Quand vous allez sur le site du CEA, vous avez une lettre d'information, la dernière, elle doit dater de l'automne 2012. Donc il faut faire un travail incroyable pour avoir un minimum d'informations. Et effectivement, cette information cachée ne peut que générer soit de la mauvaise information ou de l'inquiétude. Mais on a bien vu que M. Debrossiat, lorsqu'une étude n'était pas inquiétante, il ne la diffusait pas. Effectivement, il aurait fallu qu'on ait une étude inquiétante pour voir s'il aurait eu le courage de la diffuser. Donc on avait un élu qui était le président du Conseil général de Côte d'Or, qui avait une étude qui était rassurante et qui n'osait pas la diffuser et qui l'a même cachée. On a eu la chance d'avoir la CRIRAD qui était très maligne, et comme le dit Julien, qui a diffusé non pas l'étude, elle aurait été criminelle puisqu'elle avait signé un acte de secret, puis le droit de propriété c'était le maître d'ouvrage, à savoir le Conseil général, mais la CRIRAD a juste montré le bon de commande. Donc je crois qu'il faut qu'on œuvre maintenant d'intelligence, ne pas être dupe. Nous avons des élus qui sont membres de la SEIVA qui ne font pas leur travail. Les amitataires les ont tous invités, je ne sais pas si un seul est représenté ce soir. Ça serait quand même bien que les élus aient le courage de venir écouter une séance comme celle ce soir. Et je pense que si on a un, c'est très très bien. Mais nous sommes quand même, nous, amitataires, inquiets de savoir que nous pouvons avoir 16 000 fûts de déchets que l'on regroupe. C'est pas pour rien qu'on a acheté les cocottes minutes. 2000 cocottes minutes sur un marché public. J'espère que ça a été retenu par Seb et que c'est bien la Côte d'Or qui en profite. Mais en clair, on est en train de regrouper des laboratoires qui étaient ailleurs, qui viennent chez nous. Et nous sommes à 45 km de ça. Donc, je vais terminer juste sur un exemple, parce que les collègues de la CEVA, je les avais rencontrés en octobre 2012, qui est la dernière réunion d'information qui avait été faite donc, à l'Abreuvoir, dans la commune de Salive, où, personnellement, moi je suis ignare sur la question, mais j'avais interrogé le représentant de l'IRSN qui était présent, le directeur du CEA, M. Huppert, maire de Salive, et j'avais tout simplement dit, vous n'avez pas d'études épidémiologiques sur les effets de Valduc. L'étude qui était faite en début 2000, c'est une étude de mortalité, donc sur les cancers à mortalité. Ce n'est pas une étude de morbidité qui traite des cancers en cours ou des cancers qui ont été soignés, c'est-à-dire que ça réduit déjà les effets. C'était sur un rayon de 15 km, 18 circulaire, donc autour de Valduc. On ne tient pas compte de la dispersion du tritium par le vent. Et vous aviez quand même un très haut responsable de l'IRSN. Tout ça, c'est factuel. FR3 était là à filmer. Bon, je veux dire, moi, j'invente rien. Mais j'étais étonné par des questions de béotiens comme les miennes et d'avoir si peu de réponses. Et je peux vous dire que je suis sorti de cette réunion et je me suis dit, là, c'est grave. Parce qu'on est face à des gens qui font une communication officielle. Cette soirée-là, c'était sur les risques nucléaires. On nous a parlé des effets d'une explosion nucléaire, ce qui ne peut pas être le cas sur Valduc. Valduc, le problème, c'est avant tout des relâchés de tritium atmosphérique ou liquide. Donc on n'a pas fait une information au niveau du risque de Valduc, on nous a parlé d'accidents dignes de centrales nucléaires. Donc la population qui était présente, mais comme la moitié de la salle, vous aviez des salariés du CEA dans la salle, l'autre moitié, c'était que des citoyens, il y avait très peu de citoyens au final. Donc cette réunion, vous disiez pas. C'est comme si ce soir, il y avait la moitié des salariés du CEA qui occupaient la salle. Donc tout ça, c'est factuel. Maintenant, ça serait très bien s'il y avait la moitié du CEA, j'aurais été très content. Voilà, mais c'est pour vous dire qu'on fait du remplissage de salles, c'est des méthodes staliniennes. Quant à monsieur le représentant de l'IRSN, il m'a dit, mais vous savez, vous voudriez une étude qui tienne compte du vent. Chaque année, le vent, ça change. Je suis désolé, mais quand on est un minimum cultivé, il y a ce qu'on appelle une rose des vents. Nous sommes dans un domaine climatique de type régime atlantique avec influence du nord. Excusez-moi, mais j'essaie de faire un peu simple. Il y a donc une rose des vents moyenne qui fait qu'il faudrait étudier les risques par rapport au rejet atmosphérique selon la dispersion par le vent, selon un cycle moyen. Cette étude, 3 fois j'ai demandé durant la réunion, l'IRSN nous a dit qu'il ne l'avait pas. M. Huppert a reconnu qu'on ne l'avait pas. Donc il y a quand même il est grand temps qu'on ait une étude. Alors cette étude, il faudra la conduire sur un bon échantillon de personnes, à savoir les personnes qui ont travaillé à Valduc en premier lieu, parce que c'est pour eux qu'il faut agir, suivre ces personnes sur leur durée d'activité. Elles ne sont peut-être plus à Valduc aujourd'hui, donc il va falloir suivre toutes les personnes sur un recensement des personnes connues et qui sont passées sur les communes concernées et à Valduc. Et ça, je ne crois pas qu'on a la volonté de le faire, avant que la CEVA nous annonce une très bonne nouvelle ce soir. Et donc, moi, je voudrais aussi apporter un témoignage. On a été tous les deux avec André, c'était mercredi, André ? Mercredi soir, donc il faut savoir qu'au mois de février va avoir lieu donc,
une simulation d'accident. Moi, c'est un exercice de sécurité civile qui va être fait donc, autour de Val-Duc. Et ils vont simuler donc, un accident qui se produirait à Val-Duc. Quand on participe donc, à cette réunion d'information dans laquelle était présente, donc, de mémoire, il y avait le directeur du CEA Val-Duc. Alors, je suis très fier, j'ai réussi à le tracter pour ce soir. Il était donc officiellement et personnellement invité à venir ce soir, donc il n'est pas là. Mais il y avait aussi donc, tout l'état-major de la gendarmerie nationale, des colonels, des lieutenants-colonels. J'ai pas de généraux, mais des lieutenants-colonels et des colonels, il y en avait 3 ou 4. Il y en avait autant du côté des pompiers, et puis après, pas mal d'élus locaux, des maires, et très peu donc, de citoyens. Je me souviens même que quand j'ai appelé pour me faire confirmer la date, on a essayé pas de me dissuader, mais de me dire qu'on m'a dit clairement que c'était une réunion qui ne concernait que les quelques communes autour de Val-Duc. Donc voilà. Quoi dire donc sur le scénario? Donc quand on pose la question, c'est quoi ce scénario? La réponse c'est un scénario secret qui ne sera dévoilé qu'à la dernière, moins que pendant l'exercice. Ensuite, quels sont les rédacteurs des scénarios? La première réponse qui m'a été faite, comme si c'était gênant d'apporter cette réponse, c'était des scénaristes, mais texto. Hein. On m'a répondu ça, j'ai demandé alors qui sont les rédacteurs du scénario, et la nana de la SND, l'autorité de sécurité nucléaire, qui mais défense, m'a répondu donc des scénaristes. Et vu l'incongruité de la réponse, elle m'a dit bon c'est le CEA, l'IRSN. L'IRSN, je me souviens plus de l'acronyme. C'est radioprotection et surveillance, et puis la SND. Donc voilà. Ensuite, l'autre question, c'est le débriefing, le résultat de cet exercice. Alors le débriefing va se faire à Paris, entre le CEA, l'IRSN et comment ça s'appelle, la SND. Et j'ai demandé, mais est-ce que les maires qui étaient présents donc aussi à cette réunion vont y participer? Ah non, surtout pas, ça va être trop technique pour eux, ils risqueraient de rien y comprendre. Moi, mais c'est vrai, hein, je n'invente strictement rien. C'est-à-dire que vous avez des exercices qui vont se faire sur notre sécurité, on ne pourra pas intervenir sur la nature du scénario, parce que c'est secret d'abord, et ensuite c'est réservé qu'à des initiés, comme si nous on n'était pas capable d'imaginer des choses qui pourraient nous concerner. Le débriefing, c'est secret. Alors s'il y a quand même le directeur du cabinet de la préfecture qui nous a expliqué qu'il y aurait un communiqué de presse qui serait envoyé aux médias. Bon voilà, c'était encore un témoignage tout frais de mercredi dernier sur comment notre sécurité est gérée, et bien gérée donc par ces organismes, et surtout on n'a pas notre nez à y mettre. Voilà. Donc, comme Val-Duc est spécialisé sur le démontage des armes pour l'entretien d'une certaine façon, mais aussi le démontage des armes d'une façon pour les mises au rencard. La France a eu à un moment 700 armes nucléaires, on en a plus de 300, donc il y en a eu un certain nombre qui ont été démontées et gérées comme des déchets ou comme du recyclage. Donc si vous voulez, Val-Duc, c'est sûr, a encore du travail, même si on décide d'éliminer nos armes nucléaires. Alors ensuite, les Anglais ont aussi comme idée, c'est que les pays nucléaires qui donc ont une connaissance des problèmes pourraient être au service d'un désarmement mondial. Alors là, ça donne beaucoup de travail à tout le monde, et de surveillance du désarmement, parce qu'une fois que vous avez désarmé, il faut aussi surveiller. Par exemple, le traité d'interdiction des armes chimiques, il y a un organisme qui s'occupe de surveiller qu'il n'y a pas une usine qui fait des produits, qui fait des fertilisants ou des insecticides, qui est détourné en usine produisant des armes pour le chimique. Donc si vous voulez, il y a tellement de possibilités de détournement qu'il faut après des emplois de surveillance. Alors, au niveau du désarmement nucléaire, comme au niveau d'ailleurs du nucléaire civil, je veux dire, un abandon du nucléaire militaire ou du nucléaire civil ne va pas tuer des emplois. Au début, ça va augmenter le nombre d'emplois.
Alors à terme, quand on sera vraiment débarrassé de tout, qu'on aura trouvé une solution pour tout, peut-être les gens se reconvertiront. Mais, je veux dire, dans la vie de scientifique, se reconvertir, c'est normal. Je veux dire, moi, dans ma carrière, tous les 10 ans, je changeais d'expérience et j'utilisais des techniques nouvelles et j'avais des nouveaux centres d'intérêt. Donc, si vous voulez, pour quelqu'un qui est dans une technologie de pointe, et le nucléaire militaire comme civil, c'est des technologies de pointe, la reconversion ne pose pas de problème si elle est programmée, si elle est prévue. Mais au départ, arrêter le nucléaire civil comme militaire, ça va créer des emplois, ça c'est sûr. Donc, il faut beaucoup d'uranium. Donc, il faut aller le chercher dans des mines, si on veut continuer à avoir des réacteurs nucléaires et des armes nucléaires. Donc, c'est vrai qu'en Afrique, au Niger, des conflits comme le Mali, par exemple, ne sont pas forcément complètement extérieurs au problème des mines d'uranium. Maintenant, c'est clair qu'on détruit beaucoup d'environnement et on pollue beaucoup avec des mines d'uranium. Tout simplement parce que l'uranium, quand il est dans la roche, il est bloqué et il ne bouge pas. Quand on l'extrait, on casse la roche et donc on extrait du minerai, mais on laisse sur place beaucoup de minerai qui est trop pauvre, mais qui contient quand même de l'uranium et qui à ce moment-là est lessivé par la pluie et met de l'uranium dans les rivières. Donc si vous voulez, les mines d'uranium sont extrêmement polluantes et les populations s'élèvent contre de telles interventions, mais les enjeux financiers sont énormes. Et c'est ça qui pose le problème majeur, c'est les enjeux financiers et l'appareil industriel qui fonctionne avec le nucléaire civil comme avec le nucléaire militaire. Dans la question qui m'a été posée tout à l'heure sur le nucléaire civil et militaire, je n'ai pas évoqué ce lien aussi. Mais vous avez un appareil industriel, financier, une puissance énorme, où des gens ont des intérêts énormes pour conserver du nucléaire, civil et militaire. Et ces intérêts écrasent toutes les possibilités de revendication des populations locales, de ceux qui défendent l'environnement. C'est ce qui se passe en Afrique, c'est ce qui se passe en Australie, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'autres régions. Et donc, la remise en cause du nucléaire civil comme militaire, c'est une remise en cause pour la défense de l'environnement. Et c'est en ça que ce complexe militaro-industriel fait le lien suprême du nucléaire civil et militaire pour ne pas changer la situation. Et si on fait l'analyse du lien entre le nucléaire civil et militaire, c'est ça l'ennemi numéro 1, c'est le complexe militaro-industriel. Je vais vous donner un exemple extraordinaire. Obama avait dans son programme, lors de son premier mandat, la fermeture d'une usine, d'un projet d'usine, l'arrêt d'un projet d'usine à Los Alamos pour faire des nouvelles têtes de plutonium. Quand il a été élu, il a dit « cette usine ne sera pas construite ». Un an après, il a dit « cette usine sera construite ». Ça vous donne la puissance du lobby militaro-industriel aux États-Unis et l'impossibilité du président des États-Unis d'empêcher ce lobby d'être assez fin. Alors les bombes à uranium appauvri ne sont pas des bombes nucléaires, ce sont des bombes radioactives. Il y a une petite différence, parce que la bombe nucléaire, comme j'ai dit, a des effets catastrophiques, la bombe radioactive a d'autres effets catastrophiques. L'uranium appauvri est utilisé pour faire des têtes d'obus, pour percer de façon plus efficace des armures, des blindages de tanks. Donc quand vous voulez détruire un tank, si vous envoyez une bombe qui est avec une tête en acier ou en tungstène, vous ne percez pas le tank. Si vous l'envoyez avec de l'uranium, ça pourrait être de l'uranium n'importe lequel. Eh bien l'uranium est beaucoup plus dur pour percer le tank. Et en plus, quand l'uranium perfore le tank, il a une tendance à brûler et donc en même temps il a un effet de destruction par le feu, par la chaleur. Et donc si vous voulez, c'est uniquement une version technique améliorée des bombes d'utiliser de l'uranium appauvri. Alors l'uranium appauvri, c'est de l'uranium dans lequel on a enlevé l'uranium 235, mais on en a des centaines de milliers de tonnes. C'est parce que, évidemment, on a pris l'uranium enrichi qui a créé de l'uranium appauvri. Il y a beaucoup plus d'uranium appauvri que d'uranium enrichi.
parce qu'il y a beaucoup plus d'uranium-238 que d'uranium-239. Donc, si vous voulez, la question qui se pose, c'est comment est-ce que vous allez polluer avec de l'uranium-238 ? Et ça, vous le polluez parce que c'est radioactif, et donc ça fait un aérosol au moment de l'explosion, et donc l'uranium, qui n'est pas dangereux quand il est au fond d'une mine à 1000 mètres sous la surface de la Terre, parce que ça reste confiné, devient très dangereux quand il est sur les feuilles de la salade que vous allez manger. Parce que après vous l'absorbez et l'uranium va se fixer dans les reins, et donc vous avez de la radioactivité que vous absorbez et que vous fixez. Donc dans toute la chaîne alimentaire va être contaminée. Donc les armes à uranium appauvri qui ont été utilisées énormément au Kosovo, énormément pendant la première guerre d'Irak, en principe maintenant il y a un moratoire là-dessus. Il y en a toujours dans les arsenaux, mais il y a un moratoire pour ne plus les utiliser. Alors il y a un certain nombre de faux bruits qui circulent sur les armes d'uranium appauvri, c'est qu'elles sont utilisées n'importe quand. C'est des armes qui sont faites pour être anti-chars. Donc quand on dit il y a des armes qui vont être utilisées au Mali pour détruire une Jeep, je veux dire, pourquoi pas, oui, mais enfin quand vous avez une arme anti-char, vous pouvez utiliser une autre arme pour détruire une Jeep, il ne faut pas exagérer. Donc on peut imaginer le pire et le plus que le pire, mais il ne faut pas non plus être paranoïaque. Donc si vous voulez, a priori, il y a des fausses informations qui circulent sur une utilisation stupide d'armes à uranium appauvri. Alors l'uranium appauvri, comme c'est radioactif, c'est très simple à détecter. Il suffit de détecter la radioactivité. Donc là, il y a d'une certaine façon un bilan simple à faire. Est-ce que oui ou non, il y a de l'uranium-238 sur les salades? S'il n'y en a pas, il n'y a pas eu d'armes à uranium-238, sinon il y en a eu. Alors je peux vous dire qu'il y en a eu massivement au Kosovo et en Irak, oui. Mais maintenant, personnellement, j'ai aucune information qui me dit qu'il y en a une utilisation dans les conflits récents. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, la situation n'est pas comme en France. Il y a beaucoup de personnalités politiques qui ont eu des postes très importants, qui ont dit qu'ils étaient opposés aux armes nucléaires et qu'il fallait maintenant envisager un désarmement nucléaire. Alors la situation aux États-Unis est un peu différente, parce que les États-Unis sont la puissance mondiale militaire. C'est-à-dire, c'est eux qui dominent tout sur la planète, en termes militaires. Et donc les premiers, c'est là qu'il y a un paradoxe, les premiers qui seraient gagnants dans le désarmement nucléaire seraient les États-Unis. Parce qu'actuellement les États-Unis, avec des armes nucléaires, sont d'une certaine façon à parité avec d'autres pays. Je veux dire, nous, on peut détruire les États-Unis, Israël peut détruire les États-Unis, enfin ça c'est pas leur idée, hein, mais avec 100 bombes nucléaires, vous pouvez détruire les États-Unis. Donc eux, s'ils en ont 2000 en état d'alerte, à quoi ça leur sert? À rien. Et donc s'il n'y avait plus d'armes nucléaires, les premiers gagnants seraient les États-Unis, parce que du coup, ils seraient totalement dominants dans les seules armes qui dominent, ce sont les armes conventionnelles. Il n'y aurait plus de vis-à-vis nucléaire. Donc ça, si vous voulez, ça se réfléchir à un certain nombre de gens. Et aux États-Unis, des gens qui réfléchissent vraiment se disent oui, il faut éliminer les armes nucléaires. En France, ce n'est pas tout à fait la même question, parce qu'on n'est pas les dominants. Mais si on veut, c'est un peu le psychiatre de tout à l'heure, si on veut avoir dans notre tête une idée de dominant, il faut qu'on ait des armes nucléaires. Donc on a un problème psychiatrique de dominant. On a perdu notre empire colonial, on a perdu Charles de Gaulle, on a perdu... Qu'est-ce qui nous reste? L'arme nucléaire. Donc si vous voulez, comment est-ce qu'on va au niveau mondial, montrer qu'on est dominant? C'est ça notre problème. Et alors, chez les personnalités politiques, c'est du subconscient. Ça fonctionne comme ça. Alors, quand vous avez un problème grave dans votre subconscient, ce que vous faites, c'est que vous évacuez la question. Prenez l'exemple, par exemple, de la torture en Algérie. Bon, on a pratiqué, l'armée française a pratiqué la torture en Algérie. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'était un sujet interdit. Pourquoi? Parce que c'était inadmissible dans notre subconscient d'avoir eu cette attitude. Et donc la solution simple, quand c'est inadmissible dans votre subconscient, c'est d'éliminer le débat, d'éliminer la question et de ne plus en parler. Et donc pour l'arme nucléaire, on est dans cette situation en France qu'il ne faut pas en débattre parce que c'est trop un problème. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aux États-Unis. Et en Grande-Bretagne, c'est pas tout à fait le cas non plus parce que les Anglais sont très près de leur argent, ça leur coûte trop cher, et ils disent mais si on élimine l'arme nucléaire, notre arme nucléaire, où est le problème? De toute façon, il y a l'arme nucléaire américaine. Je veux dire, nous, de toute façon, on ne va jamais, nous, envoyer des armes nucléaires sur quelqu'un. C'est absurde. Donc les Anglais se disent, c'est vraiment de l'argent perdu. Mais les Français, eux, ils restent avec cette idée qu'on existe
dans notre subconscient, on existe avec l'arme nucléaire. Parfois, on me demande de venir exprès pour passer 1 heure de conférence à exprimer tous ces liens. Donc, je ne vais pas passer 1 heure. Donc, je vais vous dire de me réinviter pour vous présenter ces liens. Non, en gros, il y a un lien qui est... tout le monde est d'accord que le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont liés. Historiquement, c'est évident. Technologiquement, c'est évident, à partir du moment où vous avez du plutonium. Ce qu'il faut savoir, c'est un réacteur nucléaire en France produit chaque année 250 kg de plutonium. 250 kg. Alors quand vous allez vendre, quand Sarkozy est allé vendre un réacteur à Kadhafi, bon, je veux dire, il ne faut pas être stupide, quoi. S'il fait 250 kg de plutonium, ça lui fait quand même une vingtaine de bombes chaque année. Bon. Donc, si vous voulez, au niveau technologique, au niveau historique, tout le monde est d'accord. Pourquoi on a fait l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique? C'est précisément parce qu'il y avait des liens. C'est pour empêcher que les gens qui font du nucléaire civil le transforment en nucléaire militaire. Donc, l'existence même de toutes les structures qu'on a au niveau international montre que tout le monde est conscient de ce lien. À partir du moment où vous avez un réacteur, vous pouvez faire une bombe. Donc, la question doit être approfondie d'une autre façon. C'est-à-dire, comment dans nos esprits, nous fabriquons de l'arme nucléaire avec le nucléaire civil. Et si vous voulez, la question est sociale. C'est-à-dire, quel est l'intérêt social d'avoir du nucléaire civil pour justifier le nucléaire militaire? Nous, si on a du nucléaire civil aussi répandu que ça, c'est parce que c'est notre vitrine pour vendre du nucléaire civil. Donc nos sous-marins, nos trucs qu'on met sur la mer là, pour montrer, regardez, on a du nucléaire militaire, c'est d'une certaine façon un truc publicitaire. Et donc, si vous voulez, le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont liés de façon beaucoup plus profonde que uniquement historiquement, technologiquement ou industriellement. Les militaires produisent évidemment des déchets. Quand on fait exploser une bombe atomique comme ce qu'on a fait au Sahara, le sol est contaminé, le sol est irradié et le sol est devenu radioactif. Après, vous prenez des bulldozers pour racler le sol et vos bulldozers sont devenus radioactifs. Donc tout ça, ça fait des déchets. Les 2000 essais dont j'ai parlé ont fait une quantité énorme de déchets nucléaires. Donc il faut faire quelque chose. Alors à Hiroshima, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bétonné et fait un jardin à l'endroit de l'impact de la bombe, de telle façon que les gens se promènent dans le jardin, mais ils ne restent pas. On n'a pas construit d'habitation. Donc ça, c'est pour des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'années. Donc les militaires fabriquent aussi des déchets et doivent aussi être gérés. Mais en quantité, si vous voulez, les choses sont différentes. Parce qu'un réacteur nucléaire contient 100 tonnes dans le cœur d'uranium, une bombe nucléaire contient 11 kilos. Donc l'ampleur des problèmes n'a rien à voir. Et donc, si vous voulez, il y a des déchets partout, il y aura une gestion partout, mais le gros problème actuel, c'est les déchets des réacteurs. Jean-Philippe, de sortir du nucléaire, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit la dame. Moi, j'habite la région de Grès, et on est sous la rose des vents, sous les vents dominants. Et sur la région de Grès, il y a des gens qui ont des cancers des yeux, on ne sait pas pourquoi, des cancers foudroyants, des leucémies. La route des vents, c'est Grès, Besançon, Belfort, via la Suisse. J'espère qu'il y a des Suisses, parce qu'il y a une pollution radioactive qui émane de Val-Duc et qui va sur la Suisse. Ça, c'est automatique. Ça, c'est une chose. Je vous invite aussi à aller sur Google Maps et de faire le tour de Val-Duc avec Google Maps et vous allez voir des points chauds qu'il y a eu dans les années 60. Des choses qui sont cachées, on n'a pas les moyens de faire des prélèvements parce que ça coûte beaucoup trop cher. On sait que la source, la nappe phréatique est comment polluée au tritium, ça c'est une chose, il ne faut pas boire l'eau. Autre chose aussi, la dame parlait de ces petits villages qui sont radioactifs, hein, des cas de cancer sur des enfants de 14 ans, cancer du fémur. On aurait notre ami Alain Queignol ici, il vous raconterait ça. On aurait Michel Rivasi, elle a dit que les habitants de Laty sont des cobayes. Hein, mais Laty, mais Grès, Champly, et puis tous les autres. Hein, ça c'est une chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Il faut savoir qu'en 1965, on a brûlé des matières radioactives entre 3 murs. Les gens des 5 villages aux alentours voyaient des grands feux de joie et on brûlait des matières radioactives alors qu'on savait très bien qu'on allait polluer et qu'on allait rendre les gens malades. Voilà. Bonsoir.
bonsoir, Jean-Pierre Boinon. Je me présente comme ayant été maire de Marcilly-sur-Tille entre 1981 et 1989. Marcilly-sur-Tille, c'est à 20 km à l'est du Val-Duc, donc sur les vents dominants. Donc, je voudrais donner simplement un témoignage. D'abord, j'ai été extrêmement intéressé par votre conférence, parce que j'ai appris des choses que moi, pourtant élu local, assez actif dans le milieu local, je n'avais absolument pas connaissance. Je dirais que les seuls cas où on a eu des pollutions qui ont été prises par la population, c'était lors d'une installation d'une porcherie dans la vallée de Lignon. Hein, bon, jamais on nous a dit que l'eau était polluée autrement que par les déchets des cochons, et qu'elle pouvait être polluée par du tritium. Alors je n'ai pas compris exactement ce que c'était, mais j'ai compris que moi, mes enfants qui étaient en bas âge à l'époque, ils buvaient de l'eau, puisque bon, nous on buvait de l'eau du robinet, ils buvaient de l'eau au tritium. J'ai, par ailleurs, en tant que maire, ça m'a quand même, enfin ancien maire, mais après coup, j'étais responsable de la distribution de l'eau dans ma commune, et jamais on m'a averti qu'il pouvait y avoir un petit risque sanitaire en la matière. Alors, ça je veux dire, alors c'est aussi par rapport, je peux témoigner, vous prendrez mon témoignage pour ce qu'il est, mais vous pourriez aller regarder les comptes des budgets municipaux. Pendant la période où j'étais maire, 1981-1989, jamais on a eu des subventions liées à l'existence de Val-Duc. Alors peut-être que Marcilly-sur-Tille était à 20 km, était trop loin et qu'on n'était pas les Ries, Salives ou les communes environnantes, strictement environnantes. Pourtant, dans notre canton, j'avais une activité aussi au niveau du canton, puisque j'étais vice-président du CIVOM, hein, il y avait la commune de Maulois, hein, et j'ai jamais entendu, de par mon collègue de Maulois, pourtant c'est tout à côté de Val-Duc, hein, Maulois, hein, j'ai jamais entendu, Saulduc, c'est pas bien loin, hein, j'ai jamais entendu mes collègues dire qu'ils avaient eu des subventions de Val-Duc, mais peut-être qu'ils s'en vantaient pas. De toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que ce bruit, on est arrosé de subventions, ça peut être facilement vérifié, hein, en allant vérifier les comptes administratifs des communes. Hein, c'est quelque chose de tout à fait que tout citoyen est en droit de pouvoir demander. Alors ça, et alors j'ai entendu un peu le débat qui avait lieu ici, autant l'exposé me semblait, que vous avez fait, me semblait prendre la question par le bon bout. Hein, la question par le bon bout, c'est le désarmement nucléaire. C'est le risque qui ne... Hein, et dans les débats, les interventions de la salle, j'ai eu plutôt l'impression que c'était pas dans mon jardin. Hein, c'est-à-dire que, oui, d'abord mon petit problème de nous, à côté du centre de Val-Duc, 45 km, hein, c'est vrai que moi ce que je m'en souviens, le débat n'existait pas du tout sur la communauté enfin aussi bien à Is-sur-Tille qu'à Marcilly, parce que bon, les emplois, c'était la SEB et Val-Duc. Hein. Ami était en train de battre de l'aile, il a fermé depuis, enfin bon, les quelques industries qu'il y avait, donc il y avait la SEB et Val-Duc. Et les gens, les revenus, ce qui faisait vivre les gens de mon village, hein, qui était un gros village, hein, puisque ça faisait 1350 habitants, c'était la SEB et Val-Duc. Donc, il faut quand même prendre ça en compte et dire, ben oui, le vrai problème, c'est le désarmement. Le jour où il y aura un désarmement, il n'y aura plus besoin de Val-Duc, il y aura peut-être besoin de Val-Duc pour démanteler, mais il n'y aura plus besoin de Val-Duc pour fabriquer des bombes nucléaires. Voilà, c'est ça que je voulais mettre un peu en avant là-dessus. Pour les communes qui sont plus loin que le centre, je dirais le centre proche, la région proche, il y a quand même tout le problème du transport de bombes qui sont sur vos routes. Il va y avoir le problème de transport d'installations anglaises. Donc tous les camions qui passent dans les communes proches de Val-Duc passent aussi dans les communes éloignées de Val-Duc. Donc la limite proche par proche, à mon avis, pour tout ce qui est transport, elle doit être revue.
Jean-Marc des Amis de la Terre. Alors, moi j'aurais plusieurs propositions. Je vois qu'il y a des jeunes à Paris et à d'autres lieux. Éventuellement, bon, on pourrait faire un jeune à Dijon ou à Val-Duc peut-être. Et puis, donc il y avait eu des études de la CRIRAD financées par le Conseil général de Côte d'Or à l'époque, qui ne voulait pas donner les résultats, mais la CRIRAD était passée outre en donnant les résultats. Je crois que c'était 96 ou 95. Il serait peut-être temps de redemander au Conseil général, au Grand Dijon, à la région, de refaire des études indépendantes, évidemment, sur le tritium et les autres radioéléments. Et puis, peut-être demander, comme ça se fait en Vallée du Rhône avec la CRIRAD, des balises de détection et d'alerte en cas de nuages qui viendraient dans ce cas de Val-Duc. Donc à mettre entre Val-Duc et Dijon, par exemple, entre Val-Duc et Troyes, Auxerre, enfin, etc. Donc voilà, enfin, quelques petites pistes d'action locales. On est, je pense, dans cette salle majoritairement opposés aux armes nucléaires. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, il se trouve que je vous ai distribué, mais tout le monde n'en a pas eu, la présentation de l'association, qui est un collectif d'associations Armes Nucléaires Stop. Il y a 20 associations membres, et on fait un petit bulletin tous les mois sur les dernières nouvelles pour le désarmement nucléaire. Donc, vous pouvez vous abonner. Il y a le mouvement de la paix aussi qui s'occupe beaucoup de faire... vous avez une pétition à signer pour demander à ce qu'on débatte en France. Vous avez une pétition pour demander à ce qu'on aille à Mexico. Que la France ne veut pas aller au Mexique, évidemment, puisqu'elle serait remise en cause. Donc il y a toute une pression qu'on peut faire sur des personnalités politiques. Au niveau international, il y a ce qui s'appelle les maires pour la paix. Et donc vous pouvez demander, monsieur le maire... Non, vous n'êtes plus maire. Oh, zut. Donc vous pouvez demander à votre maire d'être maire pour la paix, ce qui veut dire qu'il soutient les démarches d'interdiction des armes nucléaires. Ils sont très actifs aussi au niveau de l'ONU. C'est le maire d'honneur de cette association, c'est le maire de Hiroshima. Donc il y a beaucoup de possibilités à un niveau simple de montrer qu'on est opposé aux armes nucléaires. Et je dirais la première chose à faire, vraiment la première chose à faire, et c'est pour ça qu'on a fait ce petit livre avec Stéphane Hessel et Albert Jacquard, c'est d'en parler. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, les gens ne sont pas au courant. On n'est pas au courant. Personne n'est au courant de la situation actuelle. Savez-vous qu'il y a 2000 armes qui peuvent partir dans un quart d'heure? Et quand je dis ça dans la rue, j'ai l'impression de dire une absurdité. Et donc, si vous voulez, à mon avis, la première chose à faire en France, et ça c'est chacun qui est d'une certaine façon confronté à ça, c'est de créer du débat, solliciter les gens en leur disant informez-vous, et c'est pour ça qu'on a fait ce petit livre avec Stéphane Hessel et Albert Jacquard, c'est pour ça qu'il y a cette feuille de chou tous les mois, c'est pour ça qu'on essaye de faire une conférence comme ce soir.